Nous reprenons nos travaux et je réitère, s'il vous plaît, le fait de fermer la sonnerie de vos appareils électroniques. Merci beaucoup. Je souhaite maintenant la bienvenue à M. Patrick White. Je vous rappelle, M. White, que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter et à procéder à votre exposé. La parole est à vous. Alors, j'ai apporté les deux journaux de Québec pour vous montrer à quel point c'est important de continuer à appuyer nos médias locaux ici, dans la capitale et partout au Québec, dans la province. Je tiens à remercier la Commission de m'avoir invité pour exprimer mes opinions sur l'avenir des médias. Mon nom est Patrick White, je suis professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal depuis le 1er juillet. Auparavant, j'étais l'éditeur et le rédacteur en chef du Huffington Post Québec et mon poste a été aboli pour des raisons budgétaires en octobre 2018. Et donc, je suis à même de vous parler de la crise des médias de l'intérieur. Je tiens à féliciter le gouvernement pour le sauvetage d'urgence de Groupe Capital Média la semaine dernière. C'était la bonne solution dans les circonstances, c'est-à-dire ne pas laisser fermer la moitié des quotidiens du Québec. On ne peut pas accepter ça. La démocratie et la diversité des voix en dépendent. Groupe Capital Média, ce qui est arrivé la semaine dernière, donc la protection de la faillite, c'est le début de cette crise-là et c'est pas la fin parce que la crise des médias n'est pas temporaire, elle est permanente. Ça touche tous les médias, les radios du Québec, les télévisions du Québec, les sites Internet comme Vice Québec qui vient de fermer il y a quelques mois, les hebdos évidemment, et les agences de presse comme la Presse canadienne et l'agence QMI et les pigistes qu'il ne faut surtout pas oublier. Il ne faut pas se leurrer. À chaque fois que le gouvernement, un député, un organisme, un ministère dépense un sou sur Facebook ou Google ou une autre plateforme numérique internationale, ce sont des revenus qui sont enlevés aux médias québécois. Chaque dollar donné à Facebook contribue à précipiter la fermeture d'un média au Québec. Mais je suis en mode solution aujourd'hui. Qu'est-ce que les médias peuvent faire? Premièrement, développer des contenus spécialisés. Je donne juste l'exemple de New York Times, qui marche très fort au New York Times. Oui, c'est un journal avec 1400 journalistes et 150 ans d'histoire, mais ce qui marche très fort de leur côté en ce moment, c'est l'application des mots croisés et les recettes. Bon, alors eux, ils se sont beaucoup diversifiés au fil des années. Les revenus numériques, c'est l'essentiel de leurs revenus. Donc, ils ont compris quand même que c'est important de faire un virage, mais un virage complet. Le sociofinancement aussi est très important à travers les diverses applications, comme la Ruche, par exemple, qui existe au Québec, la philanthropie. Et je pense que les médias québécois, les journaux en particulier, doivent en arriver à offrir des contenus payants, c'est-à-dire d'avoir un mur payant, ce qu'on appelle un paywall, pour que les gens paient 3,99 par mois ou 5,99 ou 12 $, parce qu'évidemment, c'est important que ce contenu-là soit monétisé. Ensuite, l'avenir pour les médias, c'est les nouveaux formats, les balados, qu'on appelle les podcasts en anglais, la vidéo sur les téléphones, TikTok, WhatsApp, et la réalité immersive, la vidéo en réalité virtuelle, le journalisme de données, le journalisme d'enquête, les infographies, les infolettres qui font un grand retour en force en ce moment, les alertes transmises sur les téléphones cellulaires. Il ne faut pas oublier les progrès de l'intelligence artificielle qui font des bonds incroyables en ce moment. Mais je demeure convaincu que les citoyens, plus que jamais, ont besoin des journalistes pour comprendre le monde, faire le tri des grands événements du jour et aider les citoyens à prendre des décisions éclairées. Du côté des gouvernements, qu'est-ce qu'on peut faire ici, à Québec? L'idée fédérale existe déjà. C'est l'idée de la création d'un crédit d'impôt de 35 % sur la masse salariale de tous les journalistes et producteurs de contenu de tous les médias québécois, sans exception, afin d'être équitable envers tous, avec évidemment probablement une collaboration de la FPJQ pour la reconnaissance du statut officiel de journaliste. La fin des aides ponctuelles et des subventions et des prêts sur mesure pour des groupes de presse et des médias précis en particulier. La même aide doit être offerte à tous et à toutes sous la même forme. Donc, pas d'aide en particulier pour un groupe, mais pour tous, même les petits médias, même les médias communautaires. On pourrait penser à des idées comme une participation financière du gouvernement du Québec au Fonds québécois du journalisme international, qui existe déjà depuis 2 ans, je crois. Peut-être une réflexion du côté de Revenu Québec avec l'Agence de revenus du Canada également pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les options de l'Agence de revenus du Québec concernant le fait que les multinationales Google, Netflix, Apple, Amazon, Facebook et Spotify ne paient pas d'impôts au Québec et ne paient pas d'impôts au Canada.
Dans les autres réflexions, je crois qu'on pourrait envisager de permettre aux médias d'émettre de reçus de charité pour tous les dons reçus, cesser ou limiter les dépenses gouvernementales publicitaires au Québec sur Facebook et Google. On pourrait limiter peut-être à 25 de chaque ministère et chaque dollar remis à Facebook ou à Google est un dollar qui ne va pas à nos médias. Revenu Québec, on en a parlé, Revenu Québec, donc va devoir statuer éventuellement sur cette assiette fiscale-là en collaboration avec l'Agence de revenus du Canada pour que des éventuelles redevances aux médias québécois soient distribuées pour assurer l'équilibre des choses. En ce moment, Facebook fait 35 millions de dollars par année avec le contenu des médias québécois. C'est un calcul scientifique qui a été établi par Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'UQAM. On pourrait penser à ce que le gouvernement du Québec double son aide aux médias communautaires. Moi-même, j'ai été longtemps à CKRL, à Chase FM et d'autres radios communautaires à Montréal, et je pense que nos médias communautaires méritent beaucoup plus d'attention. Est-ce qu'on pourrait bonifier le programme d'aide aux médias du ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui est limité à 400 000 $ en ce moment? Pourquoi pas augmenter le cap à 1 million de dollars? Quelque chose qui a été demandé à de nombreuses reprises, éliminer la taxe sur le recyclage pour les magazines, les hebdos et les journaux. En ce moment, c'est des subventions temporaires qui règlent le problème en raison des coûts élevés, donc ça pourrait être permanent. Ce serait très, très bien. Est-ce qu'on pourrait également, je propose qu'on donne un nouveau mandat d'information à Télé-Québec, créer une division d'information régionale au sein de Télé-Québec. Ça pourrait être en regroupant les bureaux régionaux qui existent déjà depuis la fin des années 60, des bureaux qui seraient amenés à produire du contenu quotidien pour le site téléquébec.tv. Mais évidemment, on ne veut pas que Télé-Québec vampirise ce que fait déjà Radio-Canada en région et TVA et d'autres médias. Donc, il faudrait que ce soit éducatif également et dans le cadre de diverses émissions d'affaires publiques. Et le budget de Télé-Québec pourrait être bonifié d'environ 15 millions par année. Le gouvernement pourrait contribuer également à un fameux fonds, un fonds annuel pour les grands reportages locaux des hebdos régionaux qui en ont bien besoin, pour les sites web d'information hyper locales. Il y en a d'ailleurs 2 à Montréal qui ont fermé récemment. Donc, il faut endiguer la dégradation des contenus en région et partout. Le ministère de l'Éducation pourra augmenter l'éducation civique, effectivement, pour informer les jeunes dans les écoles primaires et secondaires sur l'importance de combattre les fausses nouvelles, comprendre comment les médias fonctionnent et peut-être financer mieux les facultés de communication et de journalisme à l'extérieur de Montréal et de Québec. Également, peut-être confier éventuellement un mandat régional à la presse canadienne pour l'ouverture de mini-bureaux dans les 14 régions administratives hors de Montréal et de Québec afin de faire mieux circuler les informations régionales partout au Québec avec, évidemment, contribution gouvernementale. La viabilité des modèles d'affaires à l'ère du numérique, moi, je pense que le gouvernement pourrait allouer au moins 50 % de ses dépenses en publicité aux sites d'information numérique québécois qui sont actifs, peu importe la plateforme. Crédit d'impôt pourrait être également mis sur pied pour les initiatives numériques des médias dans les secteurs importants de la blockchain, recherche et développement, l'intelligence artificielle, la vidéo en réalité virtuelle, la réalité immersive et la production vidéo de plus de 30 minutes, donc l'équivalent de mini-documentaires. Et possiblement, en concertation avec l'Agence de revenus du Québec, faire comme en France, une baisse des impôts temporaires pour les médias québécois dans un contexte de crise sans précédent. L'objectif de tout ça, en gros, c'est d'assurer le droit du public à l'information. La démocratie québécoise est directement menacée par la faiblesse des médias et leur disparition éventuelle serait un déni de démocratie. Le gouvernement doit agir cet automne parce que je crois qu'il sera peut-être trop tard en 2020 ou en 2021. Merci d'avoir pris la peine de me recevoir et je suis très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre exposé, M. White. Je suis maintenant prêt à reconnaître un membre du parti gouvernemental, M. le député de Beausud. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. White, pour votre exposé. Un mémoire, encore une fois, hyper intéressant, dans des mots simples, clairs, directs, qui nous permettent de bien saisir certaines problématiques. Merci de parler des médias communautaires aussi, qui sont très importants pour le Québec. J'ai été, moi, dans les médias communautaires pendant 3 ans. J'ai même animé un bingo le mardi soir pour financer les salaires des journalistes. Mais je lisais les boules trop vite, fait que là, les gens se plaignaient, fait qu'il a fallu que je ralentisse pour débit de voix. Mais ça a été hyper rentable et ce l'est encore aujourd'hui de moyens créatifs pour financer nos médias communautaires qui sont très, très importants. Je veux vous amener sur la confiance, parce que vous nous avez parlé de la confiance envers les médias. Vous dites qu'on aime bien se moquer du président américain qui adore qualifier à peu près tous les médias de fake news, mais force est de constater que son discours rejoint bien des gens. Même de ce côté-ci de la frontière, seulement 37 % des Canadiens feraient confiance aux médias
selon les résultats d'un sondage léger publié en mars 2019 dans le Huffington Post. Le Québec est la province où les gens accordent le plus leur confiance aux médias, 49 %. À l'opposé, en Saskatchewan et en Manitoba, ce nombre chute à 26 %. Donc, une bonne nouvelle quand on se compare, mais somme toute, ça commence à être moindre. Quand on parle de la confiance, c'est aussi la confiance des annonceurs, c'est la confiance des publicitaires, c'est la confiance des gens qui consomment les médias. Si on a un investissement à faire comme gouvernement, comme Assemblée nationale, pour redonner cette confiance-là aux citoyens envers les médias, ce serait lequel? Bien, de bien faire fonctionner la loi d'accès à l'information, ça c'est sûr. Et puis de remettre très rapidement les avis publics dans les hebdos et les journaux pour vraiment s'assurer une base de financement stable, temporaire pour les médias. C'est sûr que les médias, c'est un grand enjeu quand tu penses qu'il y a uniquement 49 % des Québécois qui font confiance à nos institutions médiatiques. Le chiffre que j'avais vu quand j'étais à l'Université Laval à la fin des années 80, je pense que c'était proche de 75 % de confiance envers le métier de journaliste. Donc, il y a eu un grand revirement de situation. Effectivement, ce que j'explique, c'est que peut-être avec un programme conjoint FPJQ, Gouvernement du Québec, on pourrait, avec l'éducation civique, soit à l'école primaire ou secondaire ou même dans les cégeps, aller quand même aider les jeunes à mieux comprendre les médias et à combattre le phénomène des fausses nouvelles, qui n'est pas un nouveau phénomène, évidemment. Merci. Je reconnais maintenant le député de Richelieu. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence, Monsieur White. Un mémoire étoffé, vous apportez de nombreuses recommandations ou suggestions. Moi, j'aimerais m'adresser aux professeurs. Madame Martel, tantôt, a évoqué, et comme adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, c'est quelque chose qui m'interpelle d'investir dans des initiatives en éducation aux médias. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer, vous qui les côtoyez au quotidien, les jeunes étudiants, quelle est la perception de vos étudiants face à la crise actuelle, eux qui ont grandi un peu à cheval entre les médias traditionnels et les nouveaux médias d'information? Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans la survie des médias? Bien, l'information est prise pour acquis parce qu'elle vient gratuitement sur les téléphones. Les petites vidéos cute sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram et Facebook, évidemment. Donc, il y a une culture qui est un peu perverse, qui fait que ce contenu-là est gratuit et que les jeunes le prennent pour acquis. Ça, c'est une réalité. Et également, je pense que la réflexion des médias qu'on doit avoir en ce moment, c'est de rejoindre ces jeunes-là où ils sont, c'est-à-dire à 99 % des cas sur leur téléphone. Donc, la production de contenu pour les jeunes sur les téléphones, sur la chaîne YouTube ou d'autres chaînes québécoises, ou que ce soit Vimeo, je pense que ça devrait faire partie de la priorité des médias. Donc, ces jeunes-là ne sont pas prêts à payer. Il y a 85 % des Québécois qui ne sont pas prêts à payer pour du contenu local au Québec. Donc, c'est une réalité. Pas juste les jeunes, en fait. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je reconnais maintenant le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur White. Vous avez beaucoup de suggestions, de propositions. On pourrait dire que vous avez un bouquet de mesures que vous mettez de l'avant. Mais il y a des fleurs dans votre bouquet qu'on ne retrouve pas dans les autres bouquets des autres mémoires. Je vais m'attarder à ceux-là pour les comprendre parce que je vous avoue que le crédit d'impôt à l'emploi, là, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne l'a pas mis dans la liste quelque part. On s'entend, tout le monde, je ne sais pas ce qu'on fera avec ça, mais tout le monde comprend ce qu'on dit. Par contre, vous arrivez avec quelques mesures qu'on entend moins, puis je les ai tous lues, les mémoires. Entre autres, commençons, il y a Télé-Québec, puis il y a la presse canadienne aussi. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Parlez-moi de ces deux fleurs-là, puisqu'on parle d'un bouquet de mesures. Qu'est-ce que ça ferait pour vous? Puis vous chiffrez même combien ça coûterait? Bien alors, si on regarde la presse canadienne, c'est une agence de presse qui est là depuis quasiment 100 ans, qui est la seule agence de presse nationale au Canada et au Québec avec l'agence QMI. Donc, il y a 2 agences de presse. C'est un rôle super important pour les nouvelles nationales qui viennent des collines parlementaires. Et la presse canadienne est le distributeur exclusif de l'Associated Press au Canada, en français et en anglais. Donc, ce serait une énorme perte pour tous les journaux au Québec si on arrivait un jour à la disparition de la presse canadienne. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter, en fait.
Et juste pour les journaux au Québec, de perdre l'Associated Press, ce serait énorme parce qu'on perdrait la couverture des faits divers américains, de l'actualité internationale et de tous les grands événements sportifs couverts par AP depuis une centaine d'années. Dans le cas de Télé-Québec, Télé-Québec a toujours eu un rôle éducatif, a déjà eu beaucoup d'émissions parlementaires, des émissions d'affaires publiques. Et je pense qu'avec Télé-Québec.tv, qui est une structure assez souple, je pense qu'on serait capable. On a déjà des bureaux régionaux un peu partout. On pourrait embaucher davantage de producteurs de contenu, de journalistes pour en arriver à une couverture qui serait axée sur les régions, en fait. Une vitrine qui serait excellente pour le Bas-Saint-Laurent, par exemple, la Gaspésie, où enfin on entendrait parler des régions et non juste du trafic sur le pont. Jacques Cartier. La montréalisation des ondes, ça, on pourra en parler longtemps. La Commission n'a pas ce mandat-là, mais je pense que ça fait partie du décor, il faut se l'avouer. Dans les régions, on entend parler de Montréal beaucoup plus et à Québec, de Québec, que de tout le reste. Et d'ailleurs, en parlant du reste, vous dites même pour la presse canadienne, ça coûterait 1 million pour avoir 14, je ne sais pas si c'est 14, mais des mini-bureaux dans les 14 régions administratives. Un super pigiste à temps plein qui pourrait, de façon quotidienne, alimenter de l'information qui nous vient de ces régions-là. En général, quand on reçoit des nouvelles de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est uniquement des faits divers, comme l'incendie qu'il y a eu hier ou avant-hier, je crois. Donc, ce serait bien d'aller au-delà des faits divers et d'avoir des couvertures régionales qui pourraient être assurées via une contribution gouvernementale, soit du fédéral ou du provincial, pour, en tout cas, au moins assurer l'avenir du service français de la presse canadienne, qui est plus qu'un... C'est pas juste un service de traduction des dépêches de Canadian Press. Là, on parle de journalistes parlementaires à l'Assemblée nationale, à Ottawa, à Montréal, et sans compter la couverture qu'ils font lors des Jeux olympiques et les grands événements internationaux. Donc, je pense que pour la presse canadienne, ça pourrait être une idée viable. Et pour Télé-Québec, c'est un projet en gestation. Je pense qu'il faudra rentrer dans les détails plus tard. Mais si Télé-Québec peut être un élément de solution, tant mieux. C'était pas exhaustif, ces 2 points-là. Il y en a plein d'autres suggestions de votre part qui diffèrent de ce que l'ensemble des mémoires nous proposent. Est-ce que pour vous, la dimension, puis vous en parlez bien, les fake news et le reste des mauvais côtés de ce qu'on vit en ce moment, avec un appauvrissement, je pense, en tout cas, vous me le dites si je me trompe, mais la peau de chagrin commence à être épaisse pantoute un peu partout sur le territoire. Et il y a donc des conséquences à ça, dont, entre autres, les fake news qui prennent plus d'ampleur, disons-le comme ça. Est-ce que, pour vous, ça fait partie pas des solutions, mais du problème? Bien, c'est un immense problème. Si on pourrait juste parler 30 secondes des deepfake vidéos, donc des fausses vidéos faites avec des déclarations coupées. L'intelligence artificielle permet en fait aujourd'hui de faire diffuser un faux discours de Barack Obama et les gens ne verront pas la différence entre un vrai et un faux discours. Donc on est rendu là, ça va être un énorme problème pour l'élection présidentielle américaine de l'an prochain. Je n'ai pas vu de ces vidéos-là pour l'élection fédérale du 21 octobre, mais on peut imaginer que les médias vont devoir développer à l'interne davantage de vérificateurs de faits pour en arriver à stopper ce genre de vidéos-là très, très rapidement dès qu'ils sont mis en ligne sur Facebook ou YouTube. Donc, les fausses vidéos vont devenir encore plus problématiques que les fausses nouvelles à certains égards. On tient peut-être trop pour acquis les appels d'à peu près tous les mémoires, y compris le vôtre, à l'importance que la presse a pour la démocratie. Et je rajoute et je vous demande, à plus forte raison, dans les régions où on est, je parlais de peau de chagrin, où on est dans un gruyère, à la limite, pour ne pas dire un désert médiatique. La démocratie, c'est pas seulement un beau principe, c'est la raison pour laquelle on fait ça, là. Les déserts médiatiques existent déjà aux États-Unis et c'est dramatique parce qu'on parle de grandes villes américaines où il n'y a plus de journaux maintenant. Et même en Ohio, c'est arrivé récemment et c'est un choc pour les gens. Donc, les fermetures d'hebdo se sont précipitées dans les régions. Même à Montréal, en ce moment, c'est un gros problème. Donc, effectivement, les mesures du gouvernement vont devoir inclure un plan de sauvetage pour les hebdos régionaux également, parce que sinon, tout ce qui va rester dans 2 ou 3 ans, c'est Radio-Canada, Télé, Radio et TVA Nouvelles. Vous
vous venez de rajouter les hebdos régionaux. Est-ce que dans votre tête, il y a un plan d'urgence pour les quotidiens, puis ça en prend un autre éventuellement pour le reste, ou ça faut que ça soit la même chose pour tout le monde? Non, c'est un seul plan d'urgence pour tous les médias, en n'oubliant pas les pigistes, les agences de presse, les télés, les radios, et là, peut-être décliner lorsqu'on donne une aide, si on donne un montant X à Québécois Média, par exemple, il y a peut-être des critères pour les stations régionales, par exemple, pour s'assurer que certains emplois soient préservés, que de nouveaux emplois soient créés en région, pas uniquement à la tribune de la presse, au Parlement ou à Montréal. Merci, M. le député. Je reconnais maintenant le député de Beau-Sud. Il vous reste 4 minutes. Merci, M. le Président. Vous dites quelque chose d'assez intéressant concernant le numérique, parce que on dit beaucoup depuis des années les médias doivent prendre le virage du numérique. Mais le mot numérique, là, il est très large. Et là, vous nous rappelez que 83 des adultes québécois ont utilisé au moins un réseau social dans le cadre de leur utilisation personnelle d'Internet, une hausse de 16 points quand même depuis 2016, alors qu'il ne fait pas tellement longtemps. Et vous dites la consommation des nouvelles sur les téléphones mobiles a également eu un impact majeur sur la lecture des journaux québécois qui ont été nombreux à rater le virage numérique dans les années 2000. Dans les années 2010, il était déjà presque trop tard pour rattraper ce retard. Et qu'est-ce que c'est, avec votre expertise, vos études et votre travail, un bon virage numérique? Qu'est-ce qui fonctionne sur le Web? Quelle est la meilleure façon de pouvoir rejoindre les gens? Parce que comme gouvernement, il y en a déjà des programmes qui existent depuis un certain temps pour appuyer les médias vers le virage numérique. Mais ça peut être très vaste. On ne fait pas un virage numérique, par exemple, pour un journal local dans un quartier X de Montréal que dans la région de l'Estrie, par exemple, pour rejoindre nos gens. Alors, c'est parfois très différent. Et toute cette relation-là, que moi j'appelle d'amour-haine avec les réseaux sociaux, dans le sens où, par moment, Facebook a bien servi à relayer des informations qui nous a amenés au site d'un journal, mais à d'autres moments, on sait très bien également que ce n'était pas toujours la bonne information et ou que les revenus publicitaires ne revenaient pas aux journaux comme tels. Alors, c'est de l'amour puis de la haine. Donc, cette relation-là avec les réseaux sociaux, ce virage numérique-là, qu'est-ce qui fonctionne avec votre expérience et qu'est-ce qui fonctionne le moins? Bien, il faut que les contenus soient adaptés au téléphone, ça c'est clair. On a vu qu'avec les tablettes, on pensait que ça allait être la panacée, ça n'a pas été le cas. Donc, l'avenir est dans la vidéo mobile, ça c'est clair. On veut continuer à favoriser des contenus sur des enjeux publics importants, comme les couvertures parlementaires, selon moi. C'est très, très important pour protéger la démocratie. La couverture en région, est-ce qu'on est capable de développer encore plus de journalisme d'enquête au Québec? Tant mieux. De journalisme régional, tant mieux. Et puis, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir donner certaines tâches fastidieuses à des robots qui vont produire des comptes rendus des codes de la bourse, par exemple, ou des résultats de matchs de baseball entre Dolbeau et Mistassini. Mais le journaliste, il va être affecté à d'autres choses pendant ce temps-là. Il va faire de la valeur ajoutée. Donc, l'avenir du journalisme passe par le contenu à valeur ajoutée, surtout la vidéo, évidemment, des textes. Les gens apprécient beaucoup les documentaires également de plus de 50 minutes. C'est très consommé sur les médias sociaux et les gens veulent du contenu sérieux également, du journalisme qui explique la société, qui décortique les choses, qui met les choses en contexte, qui donne du background. Ça me fait penser, Monsieur le Président, également à tout ce qui est, les longues entrevues avec les podcasts, tout ça, on est dans une mouvance intéressante. Donc, dans un futur programme, et je brainstorm avec vous, M. White, dans un futur programme qui pourrait être mis en place, on pourrait supporter ça. Donc, ce qui est dans l'air du temps, c'est ce souhait-là d'avoir des contenus exclusifs, d'encourager chaque média, exemple, à développer X nombre de contenus exclusifs, puis de faire en sorte qu'on puisse le retrouver, bien évidemment, au niveau numérique. Donc, tout ça fait partie d'alignements qu'on devrait supporter. Oui, c'est ce que je disais au début. Donc, être super diversifié du côté des balados, du contenu mobile, du contenu vidéo et du contenu texte qui est encore très, très important aujourd'hui. D'accord. Il reste 20 secondes, M. le député. Bien, merci, M. White. Puis, ce que je souhaite également, quand vous nous parlez de l'avenir des niches, là, qui sont super importants, c'est qu'on puisse inciter également à la formation des journalistes sur le journalisme d'enquête, sur comment trouver de l'information, sur comment la fouiller. Vous avez parlé de la loi d'accès à l'information, c'est hyper important, mais nos procès-verbaux de municipalité sont remplis d'informations pour nos journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je suis prêt maintenant à entendre un membre de l'opposition officielle pour une période de 10 minutes. Je reconnais la députée de Verdun. Bonjour, M. White. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Rapidement, je veux revenir sur une partie de discussion qui a lieu il y a quelques instants.
On parle beaucoup des hebdos régionaux. On ne doit pas oublier les hebdos aussi qui font partie de notre vie de quartier. Moi, je le vis à Verdun, là, comme députée de Verdun. Je le vis. Moi, mon journal qui était le Messager de Verdun, puis j'avais aussi un hebdo du côté de l'Île des Sœurs, m'a fusionné pour ne former qu'un seul journal. On en voit beaucoup, oui, dans les régions. Là, je peux vous le dire, j'ai habité sur la Côte-Nord pendant plusieurs années. Je peux vous parler de l'information et de l'importance de l'information régionale, mais c'est aussi vrai à Montréal et je tenais quand même à le souligner. Vous en parlez à l'intérieur de votre mémoire, mais je voulais quand même le soulever. Bien qu'on ait parlé, et le collègue ici de Saint-Jean le mentionnait tout à l'heure, il y a dans plusieurs mémoires où on répète la possibilité de mettre un crédit d'impôt sur la masse salariale, de 25 à 35 %, là, ça oscille selon différents mémoires. Moi, je veux quand même vous parler, vous, comme spécialiste, vous avez été et dans la chaise du journaliste, aujourd'hui dans la chaise de professeur White. J'ai besoin de connaître qui, dans la masse salariale, doit entrer, parce qu'à un moment donné, on va devoir définir qui fait partie ou non de la masse salariale que nous souhaitons, ou pas, là, on verra à la suite de cette commission, voir défini clairement c'est à qui on s'adresse dans le 35 ou dans le 25 %, parce que actuellement, le gouvernement fédéral a posé le geste. Maintenant, il manque un peu de contenu pour justement définir. Moi, je voudrais qu'on le fasse peut-être préalablement. Je pense que ce serait juste de le faire. Oui, le fédéral a fait ça, mais c'est pas réglé, puis on n'a pas les détails, puis c'est supposé être rétroactif au 1er janvier 2019, et l'élection s'en vient, donc le temps tarde. Donc, pour le statut de journaliste, ça pourrait être journaliste qui a une carte de l'AGIC ou de la FPJQ, donc des journalistes professionnels qui sont à l'intérieur de médias reconnus, qui ont plus de peut-être 2 à 3 journalistes ou plus de 5 journalistes. Est-ce qu'ils ont une carte professionnelle? Quelles sont les tâches dans la salle de nouvelles? Est-ce qu'ils font de la mise en page, journalistes, photographes, vidéastes? Donc, ce sont tous des critères qui pourraient être établis assez facilement avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et l'AGIC pour en arriver justement à pas décider qui est journaliste, qui ne l'est pas, mais dans une salle de rédaction, est-ce qu'on exclut les postes de secrétaire, les postes de quelqu'un qui répond au téléphone, par exemple, qui ne fait pas des tâches journalistiques? Donc, ça, on va pouvoir rentrer dans le détail éventuellement, mais je pense que les critères d'avoir une carte de membre de la Fédération professionnelle des journalistes ou d'être reconnu comme un journaliste professionnel par son employeur et puis par l'AGIC ou la FPJQ, ce serait déjà un bon début. Parce que, rappelons-nous qu'il y a une partie de la discussion que nous avons actuellement qui avait été entamée au tournant de 2011-2012 et où, justement, avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, il y avait même à l'intérieur des membres une certaine division. Et là, je regarde le député de Saint-Jean qui fait signe oui de la tête. Donc, déjà, à l'intérieur de la Fédération professionnelle des journalistes, on n'est pas nécessairement d'accord sur la définition même. Est-ce que vous pouvez nous éclairer quand même un peu comme professeur? Bien, dans une entreprise de presse, tu regardes qui sont les gens qui font du contenu journalistique pur et dur, et ça doit être en général plus de 3/4 du personnel, et on exclut les gens qui ont des tâches administratives, qui ne sont pas impliqués dans la confection au quotidien du journal ou du média. Là. Donc, en général, les chefs de pupitre, les gens qui font la mise en ligne, la mise en page, ce sont des journalistes professionnels. Les journalistes, les vidéastes, les photographes, les recherchistes, les réalisateurs, les documentalistes, ce sont des journalistes. Les archivistes aussi. Donc, si tu contribues à la production quotidienne de ton média, ça devrait être le critère automatique pour être reconnu pour le crédit d'impôt qui existe au fédéral, mais qui n'a pas été mis en place officiellement, rétroactif au 1er janvier 2019. Et si vous le mettez en place pour le Québec, ce serait bien que ce soit rétroactif au 1er janvier 2019 également. Mais oui, évidemment, il va y avoir des discussions philosophiques avec la FPJQ et l'AGIC et peut-être l'Association canadienne des journalistes, mais à la fin de la journée, ce sera un comité indépendant qui va décider selon les critères des médias et des fédérations et les critères du gouvernement également.
Bien, d'ailleurs, on va recevoir la Fédération, la Fédération des journalistes mercredi, si ma mémoire m'est fidèle. Alors, on pourra poser les questions. Très rapidement, parce que je veux quand même laisser du temps à ma collègue, sur l'effet domino pour la presse canadienne. Je veux quand même y venir parce que c'est important et je vais soulever quand même auprès des membres de la commission actuellement, avec les 6 hebdos, là, parce que l'actualité nous a quand même rattrapés au courant de l'été. Je sais que la presse canadienne avait déposé un mémoire, mais pas à la lumière de ce qui s'est passé il y a 2 semaines à peine. Je sais que la presse canadienne va vouloir sans doute faire une demande auprès de la commission pour être entendue. La presse canadienne, ça représente quoi au Québec en quelques mots? Bien, moi, j'ai été patron de la presse canadienne de 2004 à 2006. C'est un média national, une agence de presse comme Reuters ou l'AFP, Bloomberg, anciennement UPI dans les années 70-80. C'est le nerf de la guerre, une agence de presse qui alimente en temps réel, 24 heures sur 24, les médias au Québec, en Ontario et en Acadie. Donc, la presse canadienne de service français, c'est basé à Montréal, avec un petit peu plus qu'une vingtaine de journalistes. Il y avait un service radio qui a été aboli en février, qui s'appelait NTR, les nouvelles téléradios. Maintenant, il n'y a plus de bulletins de nouvelles, mais il y a encore des clips qui sont envoyés aux stations. Donc, le rôle de la presse canadienne, c'est aussi donc de couvrir le pays, les élections fédérales, provinciales, et c'est aussi de redistribuer de façon exclusive toutes les nouvelles américaines et internationales de l'Associated Press, qui est la plus grande agence de presse au monde avec Reuters et l'AFP. Alors, s'il y arrive quelque chose à la presse canadienne, je ne parle pas de fermeture, mais on est quand même rendu à un niveau très critique du côté de la PC, puis du côté anglais également, qui alimente tous les journaux, tous les sites web du pays. Donc, on ne peut pas imaginer le Québec sans la presse canadienne, et c'est pareil du côté anglais, là, donc avec Canadian Press. Donc, il faut appuyer la presse canadienne. C'est peut-être davantage de juridictions fédérales, comme je crois qu'ils ont une charte fédérale. Mais je sais qu'eux, ils font partie des médias qui veulent avoir de l'aide. Ils ont déjà été exclus du programme provincial, je crois, il y a 2 ans. Il faudrait que les critères soient élargis pour protéger les agences de presse et même les agences de presse régionales. Ça peut être une agence de presse locale pour le Bas-Saint-Laurent, le Lac-Saint-Jean, affiliée à la presse canadienne ou à d'autres agences, parce que l'agence QMI aussi a eu des problèmes financiers dans les dernières années. Ce n'est pas juste la presse canadienne. Mais la PC est un élément fondateur de la démocratie au Québec et au Canada anglais. Merci beaucoup. Je voudrais simplement continuer sur un autre aspect, parce que sinon, je vais me le faire dire, je le sens. Lorsque j'ai fait la tournée des médias pour qu'on puisse parler, bien sûr, de la commission sur laquelle nous siégeons aujourd'hui, dans nombreuses radios et télévisions, on m'a dit « Vous ne parlez que de la presse écrite. Il faut aussi parler de la télévision, il faut aussi parler de la radio, parce qu'on a perdu quand même, de mémoire, c'est le quart des radios au Québec là, qui ont disparu. » En télévision, comment est-ce qu'on peut expliquer, moi j'ai mon explication à moi, mais l'importance d'avoir le bulletin régional. Là. Lorsque je suis à Bécomo, j'ai envie d'ouvrir le poste et d'entendre parler de ce qui se passe chez nous. Puis bien sûr, peut-être, à un moment donné, parler du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine que je ne verrai pas de sitôt si je suis sur la Côte-Nord, à moins que j'ai un déplacement. Mais cela étant dit, comment est-ce que vous expliquez que nous parlions plus de la presse écrite que des radios et des télévisions? Bien, d'abord, l'aide aux médias devrait vraiment aller beaucoup aux régions. Là, je pense que ça, on vient là-dessus. La crise des médias, les revenus publicitaires, de plus en plus maintenant, c'est programmé par des robots. Ça s'appelle la programmatique, ce qui fait baisser énormément le coût de la publicité. Mais si tu regardes à la télévision régionale, on pourrait envisager que l'aide gouvernementale du Québec est conditionnelle à une amélioration de la couverture de ces médias-là dans les régions, puis exiger peut-être 7 jours sur 7, un bulletin régional pour, si ça n'existe pas en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, sur la basse Côte-Nord. Donc, que l'aide soit conditionnelle à une amélioration continue, l'augmentation du nombre de journalistes affectés le jour, le soir, la fin de semaine, 7 jours sur 7, 365 jours par année pour éviter justement trop forte concentration à Montréal et à Québec. La question... 2 secondes, Madame la députée. Bon, bien, la question qui tue, je vous la poserai hors micro tout à l'heure.
Merci beaucoup, Madame la députée. Je suis prêt maintenant à entendre la députée de Tachereau pour une durée de 2 minutes 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur White. À mon bureau de comté, on fait beaucoup de dépenses dans les médias locaux, donc de publicité pour nos événements, radio, journaux, on tient à les faire vivre. Puis on en fait un peu aussi sur Facebook. Quand on demande aux gens qui viennent à nos événements comment ils ont entendu parler de notre événement, c'est la grande majorité, sinon la totalité des gens qui ont vu la publicité sur Facebook. Dans ce contexte-là, je pense aux petites PME qui naissent autour de chez nous puis qui n'ont pas tant d'argent à mettre dans la pub, qui veulent que ça marche. Quelle attitude est-ce qu'on devrait avoir? Est-ce que vous pensez que la tendance de la fuite des revenus publicitaires vers les GAFAM est réversible d'une façon ou d'une autre? Et sinon, quelle attitude ou quelle option les pouvoirs publics devraient finalement avoir face aux géants du numérique? Bien, ce n'est pas réversible pour le moment. On n'exclut pas un éventuel démantèlement de Facebook et de Google par les autorités antitrust américaines. Je pense que ça pourrait peut-être arriver d'ici 5 à 10 ans, comme c'est arrivé avec les grandes pétrolières dans les années 20. Mais les gestes concrets, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que chaque député limite peut-être à 25 % ou un pourcentage entendu avec le gouvernement la publicité sur Facebook, qu'on recommence le plus rapidement possible, peut-être d'ici le 1er septembre, s'il faut, les avis publics dans les hebdos régionaux, demander aux municipalités de recommencer à publier les avis publics dans Le Devoir et tous les autres journaux régionaux à Montréal et un peu partout. Et après ça, bien, prêcher par l'exemple. Et vous êtes vraiment les personnes concernées au plus haut point. Après ça, oui, on a toujours besoin des Facebook de ce monde. C'est le tiers du trafic des sites d'information au Québec avec 0 % de revenus. Il n'y a pas de revenus qui viennent de Facebook en ce moment, mais c'est le tiers du trafic, donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est là qu'on rejoint les gens sur les téléphones, comme vous disiez. Donc l'équilibre, c'est peut-être augmenter les budgets auprès des médias régionaux, les médias communautaires, surtout du côté papier. Ne pas oublier les radios, les télés, les pigistes, les agences de presse et tout le tralala. Dans ce contexte-là, donc, comme c'est beaucoup de fonds, finalement, qui doivent être investis, qui doivent être redonnés, retournés aux régions, quelle attitude dans ce contexte-là, est-ce que les pouvoirs publics devraient avoir face aux GAFAM? Je ne dis pas eux, chaque député, chaque ministère, mais comme législateurs là, par rapport aux géants du numérique. Les forcer à payer des impôts au Québec et au Canada. Ils collectent déjà la TPS et la TVQ. C'est un début, mais ce n'est pas assez. Et puis, vraiment s'assurer qu'il y ait éventuellement des redevances, soit là, un pourcentage fixe des revenus de Google ou Facebook au Québec ou au Canada qui sont envoyés directement aux médias. Merci beaucoup, M. White. Je suis prêt maintenant à reconnaître le député de Rimouski. Je suis le seul gars Vous êtes entouré de femmes à l'opposition. député, ouais. Quand le monde dit que l'Assemblée nationale n'a pas changé, c'est pas vrai. Ça a changé. Le numérique, moi, c'est bien OK, là, tout ça est bien correct, mais juste rappeler au monde que la couverture Internet n'est pas encore partout au Québec. Rappeler aussi aux gens que, c'est des chiffres de 2013, que 19 % des Québécois sont analphabètes, 34 % des Québécois éprouvent de grandes difficultés de lecture. Il y a de plus en plus une cassure là, entre ceux qui sont capables d'utiliser ça pour s'informer, puis ceux qui ne sont pas capables, qui prennent du retard. Fait que les hebdos, la radio, c'est encore bien important pour rejoindre ces gens-là. La télé aussi. Radio-Canada, c'est quand même, on est encore dans ce pays-là. Ils ont un mandat de couvrir les régions, puis ils sont subventionnés, c'est dans leur mandat. Est-ce que vous pensez Radio-Canada pourrait faire plus pour parler des régions puis être présent en région, puis parler des régions au national? Oui, absolument. C'est vrai qu'on peut constater à l'occasion qu'on entend peu parler du reste du Canada aux nouvelles de Radio-Canada et on entend peu parler souvent des régions du Québec. Donc, oui, c'est un point d'interrogation. Radio-Canada est partout, mais souvent, on ne le voit pas nécessairement à RDI ou dans le téléjournal. Donc, il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là, mais Radio-Canada, c'est une instance fédérale et c'est géré par le gouvernement fédéral. Mais en tant que député ou en tant qu'observateur, si Radio-Canada peut en faire davantage, tant mieux, mais ils sont déjà très, très présents dans leur milieu un peu partout. On voit des textes ici, Radio-Canada, Témiscamingue, ce qu'on ne voyait pas avant sur radiocanada.ca, les balados qui viennent un peu de partout. Donc, ils font un travail exceptionnel en région. Est-ce qu'ils pourraient en avoir plus? Bien, j'aimerais ça d'avoir plus de nouvelles des régions au téléjournal national de Radio-Canada, autant du Québec que du reste du pays. Je reviens aussi aux hebdos.
Les hebdos, c'est encore... À Rimouski, il y avait 3 hebdos il n'y a pas très longtemps, là, c'est encore... Ça traîne partout sur les tables, ça traîne... Les gens consultent encore ça. C'est encore ça qui est disponible. C'est ça qui parle à nos communautés. Moi, je suis très d'accord avec vous quand vous écrivez. Là, c'est vrai qu'il faut trouver des façons pour les grands quotidiens, pour les sauver, mais il faut absolument intervenir auprès des hebdos. Il faut s'assurer qu'il y a encore des hebdos dans chacune de nos communautés. Il ne faut pas que les hebdos soient oubliés dans le plan de sauvetage, un plan de sauvetage qui doit focaliser sur tous les médias, sans exception, et ne pas laisser tomber les hebdos. Ça, c'est très, très clair. Ça doit être au cœur de la stratégie gouvernementale. Merci beaucoup, M. White. Merci, M. le député. Je reconnais maintenant la députée de Marie-Victorin pour une durée de 2 minutes. Merci, M. White. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une certaine ironie quand même dans le fait qu'on cite souvent notamment le virage numérique comme étant une solution à la crise des médias, mais pourtant, vous avez été vous-même victime de cette même crise dans une entreprise médiatique qui était pourtant 100% numérique. Donc, comme quoi, personne fait exception dans le milieu actuellement, puis ça touche vraiment tout le monde. Donc, cela dit, tantôt, vous avez fait référence au contenu payant, comme quoi c'était une des pistes d'avenir pour les différents médias, qu'on devait aller vers là. De mémoire, je crois qu'il y a seulement Le Devoir et l'Actualité dans le domaine politique au Québec là, qui demandent un contenu payant. Donc, j'ai 3 petites questions en rafale pour vous. D'abord, est-ce que ça a suscité une baisse du lectorat de ces 2 médias-là en termes de proportion par rapport aux autres médias? Deuxièmement, est-ce qu'il faudrait une solidarité de l'ensemble du monde médiatique au Québec? Est-ce que tout le monde devrait faire payer les utilisateurs pour le contenu en même temps? Et troisièmement, le cas échéant, est-ce que ça risque pas de provoquer une fuite justement du lectorat qui sont 85 % à ne pas vouloir payer pour du contenu vers des médias étrangers? Bien, il pourrait y avoir une fuite de trafic, comme vous dites, vers des sites qui vont demeurer gratuits, là, comme radiocanada.ca, qui est entièrement payé par les contribuables, bien qu'il y ait des annonceurs à Radio-Canada. Au niveau des murs payants, ce qu'on appelle les paywalls en anglais, effectivement, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ils ont abandonné ça dans les dernières années parce qu'il y avait une baisse du trafic et que on voyait là, que ce n'était pas le bon modèle. Je pense que dans des cas comme la Presse Plus et Groupe Capital Média, dans leur cas à eux, ce serait l'idéal d'avoir un mur payant pour valoriser l'information qui mérite d'être payée, puis mettre en valeur ce contenu à valeur ajoutée là, que ce soit les enquêtes ou les chroniques ou les scoops, en fait, qui pourraient être derrière le mur payant. Mais un des problèmes, c'est que ça peut amener une baisse de trafic s'il y a uniquement 10 ou 15 % du lectorat qui s'abonne. Solidarité, oui, ça pourrait être tous les médias en même temps, mais je crois que ça va être difficile à appliquer, en fait. Monsieur White, je remercie grandement de votre témoignage et de votre contribution à cette commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre aux représentants de la Confédération des syndicats nationaux, conjointement avec la Fédération nationale des communications, de prendre place. Merci.